Quoi Cassino, je suis ici avec Frédéric Saint-Laurent, comptable associé chez Deloitte. Quoi Frédéric? Bonjour. Pour vous présenter les états financiers 2019-2020 qui se retrouvent à la page 98 du document PQP-PUN Takwamachuyan, rapport annuel à l'attention de tous les POMNUTS. Le document s'y joint. Avec la formule proposée en contexte de la COVID-19 et cette présentation web, une seconde vidéo pourrait être produite pour répondre à vos questions. Les états financiers, c'est le bilan comptable de la dernière année. L'état de situation de la gestion financière des avoirs de la Première Nation. La présentation annuelle sur le sujet, c'est la chance de comprendre ce qui a été fait avec les fonds et de pouvoir évaluer si l'organisation s'assure de laisser aux générations futures une situation financière adéquate. C'est également la chance de poser des questions pour mieux comprendre les impacts financiers de certaines de nos décisions. Nous rappelons au POMNUTS que le rapport annuel du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 est disponible en ligne sur le site web mashtoyats.ca. À l'intérieur de celui-ci, vous trouvez également une synthèse des faits saillants de l'organisation, les perspectives et priorités 2020-2021, ainsi que quelques statistiques de divers secteurs de l'organisation. L'année 2019 a été significative pour nous avec l'amorce de plusieurs projets qui avaient été ciblés en début de mandat dans nos orientations politiques. En passant, merci beaucoup pour votre confiance pour nous laisser poursuivre notre mandat pour une 4e année. Et donc, 2019 a été marquant pour nous, soit par l'amorce de la démarche constitutionnelle de la Première Nation par la commission de Tepel-Métichon, le changement de vocation du site Ouachita-Site, le début de l'écriture du nouveau livre d'histoire des POMNUTS, la poursuite des démarches d'affirmation territoriale. Il y a également la déclaration solennelle de l'aspect mutuel d'Alliance Internationale avec plusieurs Premières Nations. Il y a la quittance de la dette du prêt de la négociation globale qui est un fait marquant de cette année. La mise en place d'une politique de placement et d'investissement qu'on a adoptée l'année dernière au mois de février, sans oublier notre certification de notre loi sur l'administration financière, qui nous a permis de conclure une entente de financement pour les 10 prochaines années avec le fédéral. Fait que cette nouvelle entente est plus souple, nous permet d'avoir plus d'indépendance envers eux et d'affecter les sommes qui nous sont allouées en fonction des enjeux et priorités de notre Première Nation. Également, un petit rappel qu'en mars 2013, Ketaku Machata, le conseil des élus de l'époque, avait adopté sa première loi, soit la loi sur l'administration financière. Cette loi se compose d'une gamme complète de règles détaillées, reliées entre elles, qui forment le fondement du contrôle interne de POMNUTS-Pequequin. La LAF amène la mise en place d'un système d'administration financière rigoureux qui permet de s'assurer une bonne gouvernance afin de protéger la santé économique et financière de la Première Nation. Notre organisation était déjà reconnue comme une organisation très bien gérée. Elle accède avec cette loi à une certification et à des standards encore plus élevés de gestion et de transparence qui nous permet d'avoir accès à de nouveaux programmes et de nouveaux financements plus avantageux. Maintenant, je laisserai le soin à M. Saint-Laurent de vous présenter les états financiers. Merci, Stacy. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui d'être là de façon virtuelle. Habituellement, on a la chance de se rencontrer en personne. Aujourd'hui, on le fait de façon virtuelle, mais la démarche est tout aussi importante pour vous que pour nous de pouvoir vous présenter les états financiers de la dernière année financière de la communauté qui se termine au 31 mars de chaque année. Donc, on va regarder la présentation de ceux-ci. Comme vous voyez à l'écran, on présente les états financiers de la dernière année financière 2019-2020. Donc, on débute avec l'état des résultats combinés de l'exercice terminé le 31 mars 2020 de la communauté. Donc, au niveau des revenus, on voit la colonne 2020, un montant totalisant 69 millions de revenus, comparativement à 75 millions pour l'exercice 2019. Donc, une légère diminution principalement due au fait que dans l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2019, il y a une revendication particulière importante qui a été réglée d'un montant approximatif de 12 millions, donc qui avait été constaté à l'époque comme revenu. C'est ce qui fait en sorte que cette année, les revenus sont un petit peu moins importants que l'année précédente, mais somme toute, tout de même une bonne année en termes de revenus et aussi signature d'une entente importante avec Hydro-Québec pour le dossier Miquois-Saguenay de l'ordre de 2,2 millions aussi qu'on retrouve dans les revenus de l'exercice.
Au niveau des dépenses, maintenant, pour 2020, on a un montant de 56 371 000, ce qui nous amène à un excédent de l'exercice avant les autres produits de l'ordre de 12,7 millions, comparativement à 17 millions l'exercice précédent. Ce qui fait quand même, somme toute, une très bonne année en termes d'excédent, si on prend en considération que l'exercice précédent, on avait une allocation de revendication particulière de 12 millions. Au niveau des autres produits, qui sont composés des quotes-parts non distribués dans les bénéfices nets tirés d'entreprises commerciales et de partenariats commerciaux. La communauté a divers partenariats dans des entreprises qui, eux, engendrent des revenus pour ce qui est de la communauté. Donc, pour l'exercice 2020, un montant de 5,4 millions de revenus comparativement à 6,2 millions pour l'exercice précédent. On va le voir tout à l'heure quand on va regarder plus en détail la contribution de chacune des sociétés pour voir de quoi est composé le revenu de 5,4 millions. Ce qui nous amène à un excédent de l'exercice de 18,1 millions comparativement à 23,3 pour l'année 2019. Si on regarde maintenant l'excédent accumulé de la communauté, au début de l'exercice, on avait un excédent accumulé de l'ordre de près de 122 millions de dollars. Il y a eu un léger redressement de 95 000 qui a eu lieu au cours de l'exercice, ce qui nous amène à un excédent accumulé redressé de 121 808 000. De ça, on y ajoute le bénéfice de l'excédent de l'exercice qui a été réalisé de 18,1 millions. Donc, on arrive à un excédent accumulé pour la communauté au 31 mars 2020 de pratiquement 140 millions de dollars comparativement à 121 millions pour ce qui est de l'exercice précédent. Maintenant, si on regarde de quoi est composé le surplus de l'exercice, parce qu'en fin d'année, il y a déjà une bonne partie des sommes qui ont été soit réservées, soit allouées à des projets. Donc, c'est bien important de voir quelles sont les orientations qui ont été faites avec le surplus de l'exercice. Donc, on débute avec l'exercice qu'on a vu précédemment de 12,7 millions. De ça, on a des excédents non imputables au fonds de programme ou qui ont des restrictions d'utilisation. Dans un premier temps, on a le surplus de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations de montant de 177 000. Ça, c'est un montant de surplus qui a été réalisé, mais pour lesquels on a une obligation, une restriction de dépenser les sommes. Ces sommes-là ne peuvent pas être dépensées à d'autres fins que ceux spécifiques à l'entente avec le service à l'enfance. On a le surplus de la sécurité publique d'un montant de 8 148. Encore une fois, un peu le même style, à savoir que les surplus de la santé, de la sécurité publique, sont joints d'une restriction à l'utilisation. Donc, ils doivent être dépensés pour des fins déjà convenues. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces montants-là. On a aussi les surplus investis en immobilisation corporelle. Donc, au cours de l'exercice, à même les surplus générés, il y a eu des investissements dans les infrastructures de la communauté de l'ordre de 9,4 millions. Un petit peu plus loin dans la présentation, je vous donnerai un petit peu plus de détails sur les investissements qui ont été faits. Mais donc, il y a déjà des sommes qui ont été allouées aux infrastructures. Et il y a un surplus qui provient des fonds autonomes, donc qui ne proviennent pas des fonds de programme provenant du gouvernement, soit fédéral ou provincial, donc qui sont propres à votre communauté, un montant de 5 197 000 $. Donc, tous les surplus, excédents non imputables au fonds de programme ou avec des restrictions d'utilisation totalisent 14,8 millions pour l'exercice, ce qui nous amène à un déficit des fonds de programme de l'ordre de 2 millions pour être en mesure de rendre l'entièreté des services à la population dans la qualité que le Conseil a décidé de faire. Bien, il a fallu allouer des sommes provenant des fonds autonomes pour combler le déficit. Donc, on a un montant de 2 178 000 qui a été pris à même les fonds autonomes accumulés des exercices précédents pour être en mesure de délivrer le service qui devait être délivré à la population pour l'exercice. Donc, on finit avec un surplus des fonds de programme, incluant l'affectation aux fonds autonomes à ces programmes-là d'un montant de 132 000 $ comparativement à 1 200 000. Donc, comme on peut voir, le montant de 12,7 millions d'excédent de l'exercice a déjà été soit utilisé en très grande partie
ou soit est déjà affecté à des sources de financement déjà préétablies. Je venais tout juste de dire qu'il y avait eu une utilisation des fonds autonomes pour pourvoir des fonds de programme qui étaient sous-financés de l'ordre de 2 178 000. Donc, ici, à cette page-ci, on retrouve la liste des affectations qui ont été faites au cours de l'exercice. Donc, si on regarde pour le développement des lots résidentiels, il y a un montant de 776 000 qui a été alloué à même les fonds autonomes. Une contribution à la SDEI d'un montant de 373 000. Pour ce qui est des opérations du site, un montant de 185 000 a été pris à même les fonds autonomes. Pour la mise en œuvre de la PAC, on a un montant de 160 000. Pour le programme de valorisation Inuitum, un montant de 142 000. Pour ce qui est maintenant du programme de soutien à l'économie collective de Mastayache, un montant de 119 000. Pour ce qui est aussi de la gestion des fonds autonomes, bien, il y a un montant qui est alloué de 92 000 pour en faire la gestion. Et par la suite, on a les bâtiments et infrastructures de services publics, un montant de 91 000. Les plans et devis de l'intersection de la rue Maïcane à la route 169, un montant de 84 000. Accès à Inuitum, un montant de 45 000 qui a été alloué pour l'exercice. Pour l'écriture du livre d'histoire des Piéko-Gaminois, comme mentionnait Stécie tout à l'heure en entrée de jeu, un montant de 41 000 a été alloué pour réaliser ce projet. Au niveau du centre multi-services ferroviaire, un montant de 25 000. Un montant pour le fonds de roulement d'un montant de 22 500. Des frais de vérification pour certaines entités du Conseil, un montant de 10 000. Les fonds de suivi pour 3 800. Et finalement, le Grand Rassemblement des Premières Nations, un montant de 1 820. Donc, ça, c'est l'ensemble des fonds qui ont été alloués à même les fonds autonomes pour l'opération de l'année dernière. Maintenant, pour ce qui est du bilan, l'état combiné de la situation financière au 31 mars. Donc, ce qu'on y retrouve dans les pages qui vont suivre, c'est l'ensemble des actifs que possède la communauté et l'ensemble aussi des passifs qui sont dus par la communauté à divers créanciers. Donc, c'est une photo de l'image de la situation financière au 31 mars 2020, très précisément. Donc, au niveau des actifs financiers, on débute avec un montant en encaisse, le compte de banque, de l'ordre de 13,2 millions. On a maintenant des encaisses assujetties à des restrictions, donc des sommes qui sont placées pour lesquelles ça prend des autorisations pour les utiliser. On a la réserve de remplacement et de fonctionnement pour ce qui est du volet habitation, un montant de 379 000. Et on a le montant du fonds de bande. C'est un montant qui est en fiducie, conservé par le gouvernement fédéral, pour un montant de 6,9 millions. Au niveau des placements, 29,4 millions, comparativement à 37,7 millions. Vous voyez que les placements ont diminué. Mais d'entrée de jeu, je parlais que l'encaisse était maintenant de 13 millions. Donc, ce qui a été fait, ce n'est pas que les placements ont perdu de la valeur, c'est simplement qu'on a transféré des placements, OK, puis on les a retransférés dans le compte de banque standard, OK, pour voir aux opérations de la communauté. On a des contributions et des subventions à recevoir de l'ordre de 11,5 millions. On a d'autres montants à recevoir de 492 000, principalement des loyers. Et on arrive à un montant très important au niveau de la communauté, qui est en ce moment l'actif le plus significatif, qui est les participations dans les entreprises commerciales et les partenaires commerciaux. Depuis plusieurs années, la communauté investit dans divers projets de nature beaucoup plus autonome, qui ramènent des sommes importantes en liquidité à la communauté. Et d'où l'importance et d'où le montant très important qu'on retrouve au niveau des participations commerciales. Comme le montant est très important, on va, dans la présentation, vous expliquer de quoi est composé, quels ont été les rendements de chacune de ces partenariats-là pour la communauté. Donc, dans un premier temps, le tableau est conçu. Vous allez voir dans chacune des colonnes le nom des sociétés dans lesquelles on a une participation. Tout juste en dessous du nom, vous allez voir le pourcentage de détention de la participation parce que vous allez voir que
Dans certains cas, on est partenaire avec d'autres entités. Et la dernière ligne de chacune des colonnes, ben, on voit la quote-part non distribuée des bénéfices ou des pertes. Donc, c'est les résultats financiers de chacune de ces organisations-là qui revient à la communauté. Donc, on débute avec les jeux Piekogami, une participation de 100 détenue par le conseil. Et pour ce qui est de l'exercice, il y a eu une perte d'opération de 44 898 $. Au niveau de la société en commandite Minashtuk, qui est dans le fond la mini-centrale hydroélectrique à Debout-Mistassini, une participation de la communauté de 100 dans ce projet-ci et qui a généré, on regarde complètement en bas, un montant de quote-part non distribué à la communauté de 1 431 000. Donc, on le voit que c'est un investissement important, mais en même temps, c'est un investissement qui rapporte des sommes significatives pour ce qui est des fonds autonomes au niveau de la communauté. On a aussi développement Piekogami Inuit SEC, donc DPI, pourcentage de participation de 100 pour lesquels les opérations sont arrivées à zéro. Donc, ils ont réussi à clore leur année financière avec aucun déficit, aucun surplus. On a le fonds de prêt de garantie de Mastoyache, une participation de 70 qui n'a pas d'activité au cours de l'exercice ayant des impacts sur les revenus et les dépenses de la société. Donc, on voit qu'on arrive avec une quote-part de zéro au niveau de la distribution. On a le projet Biochar Borealis pour lequel on a une participation de 50 cette année, pour ce qui est de la société, la quote-part revenant à la communauté est une perte d'un montant de 119 304 $ dans ce projet-ci. À la page suivante, donc, on continue avec la gestion de l'énergie communautaire, qui est une petite compagnie dans la structure qui est détenue à 33 par la communauté, qui a engendré une perte de 13 $ pour l'exercice. On a la Société d'énergie communautaire, qui a encore une fois 33 de détention de la communauté, qui est une société qui est là pour promouvoir et regarder les projets intéressants concernant le volet énergie communautaire pour la région du Lac-Saint-Jean. Donc, cette année, on a une quote-part non distribuée négative de 32 318 pour la Société d'énergie communautaire. Maintenant, on a le projet de l'énergie hydroélectrique Ouiachuan, qui est le projet de mini-centrale hydroélectrique à Val-Jalbert. Un pourcentage de détention de la communauté de 45 et la quote-part non distribuée dans les bénéfices de l'exercice est de l'ordre de 2 490 000. Encore une fois, un projet très intéressant pour les fonds autonomes de la communauté qui génère beaucoup de revenus pour la communauté. Donc, deuxième projet un peu similaire, un peu plus jeune comme projet, énergie hydroélectrique Mistassini. Encore une fois, une détention de 45 de la communauté. C'est le projet de mini-centrale de la 11e chute dans le coin de Girardville. Pour ce qui est de l'exercice, la quote-part non distribuée dans les bénéfices est positive de 2 129 000. Donc, quand on regarde nos trois projets hydroélectriques de mini-centrale, ces trois projets-là sont très, très porteurs pour la communauté en termes de retombées économiques, ce qui est super intéressant pour vous. On poursuit maintenant avec Gestion PEC, une petite société en commandite détenue à 100 par le conseil qui a généré un déficit de 953 $ pour l'exercice. On a Groupe PEC SEC qui est détenu à 100 par le conseil et pour lequel il y a eu une perte de l'exercice de 86 000. Cette société-là est là pour aussi promouvoir tous les investissements potentiels dans diverses sources d'énergie renouvelable, tout ça par le biais de la société Groupe PEC et au bénéfice de la communauté de ses membres. On a Développement Chicanacun, une participation de la communauté de 100 et qui a généré un excédent non distribué de 62 800 $. Développement PEC, maintenant, une participation de 100 encore une fois du conseil qui a généré un surplus de l'ordre de 7 769 pour l'exercice. Si on poursuit, on a une compagnie à numéro qui est un commandité dans la structure des sociétés en commandite, détenue à 50 par la communauté qui n'a eu aucune activité au niveau des résultats pour l'exercice. Par la suite, on a Naminashu, société en commandite,
qui est une société détenue à 50% par la communauté et 50% en copropriété avec la communauté des CIPIT, qui est dans le fond l'investissement dans le projet de parc éolien Rivière-du-Moulin. Donc, cette année, la quote-part non distribuée dans les bénéfices de la société est négative de 402 000. Par contre, la société a fait des distributions en argent au cours de l'exercice qui est venu éponger ce montant-là déficitaire. Et on a un nouveau venu dans votre organisation, qui est la société Chipis, détenue à 100% par le conseil. Qui vient d'apparaître, qui a été acquis au début du mois de décembre 2019, qui est encore une fois un projet de mini-centrale hydroélectrique. Par contre, ce n'est pas une mini-centrale qui a été construite, c'est une mini-centrale qui existait déjà pour laquelle la communauté a décidé de faire l'acquisition de ces actifs-là. Donc, on a seulement qu'un mois d'opération, comme on l'a... un mois d'opération, excusez, on a eu depuis décembre, on l'a avec nous. Et ça a généré un léger déficit de 6 466 pour l'exercice. Donc, c'est l'ensemble des partenariats commerciaux que la communauté a et vous voyez un peu l'impact de chacun de ces partenariats-là sur la santé économique, okay, sur les retombées économiques que ceux-ci peuvent avoir pour les fonds autonomes, ce qui est quand même drôlement intéressant, près de un peu plus de 5 millions bonhomme à l'an depuis quelques années, qui revient à la communauté, soit par transfert de capitaux, soit par augmentation de valeur, mais somme toute, c'est des rendements qui sont super intéressants en ce moment. Donc, on poursuit avec notre bilan. On vient de voir les participations dans les entreprises commerciales, 82,3 millions. On a des avances à des sociétés apparentées de 13,7 millions, comparativement à 7,1 millions. L'augmentation principalement due à l'investissement qui a été fait dans la société Chipis. Comme je vous mentionnais, on a fait l'acquisition de cette société-là, mais pour ce faire, il a fallu avancer des sommes d'argent. On a notre débenture dans le projet de granules LG d'un montant de 1,20 million. On a les placements dans l'entente Mastoyage 2001 de 5,2 millions. On a un effet à recevoir de 299 000. Et finalement, dans nos actifs financiers, on a des prêts à recevoir pour ce qui est du programme Habitation de l'ordre de 2 592 000. Donc, l'ensemble des actifs financiers de la communauté au 31 mars 2020 est de 167,2 millions de dollars. On poursuit maintenant avec la composition de notre passif. Au niveau de nos dettes maintenant, on voit que le découvert bancaire est de 0. Le découvert bancaire étant l'utilisation de la marge de crédit de la communauté. Créditeurs et charges à payer, 8,3 millions. Des revenus différés, donc des sommes qui pourront être utilisées dans le futur pour des projets de l'ordre de 1,9 million et des réserves en immobilisation, donc des sommes qui pourront être allouées à des projets en immobilisation en infrastructure de l'ordre de 695 000. Et des revenus différés pour ce qui est du programme Habitation de l'ordre de 2 592 000. On a des dettes à long terme pour le projet de l'habitation, donc tout le volet en collaboration avec la SCHL. On a un montant de 1 314 000 au niveau des dettes. Pour ce qui est aussi des dettes à long terme standard, nous sommes passés de 58,8 millions à 62,2 millions de dettes à long terme. Et on va aller voir de quoi est composé l'ensemble des dettes. On l'a dit tout à l'heure, je vous ai parlé que votre actif le plus important à ce moment, c'est vos partenariats commerciaux. Par contre, pour être en mesure de faire ces investissements-là, il a fallu obtenir de l'argent sous forme de dette dans une bonne partie. Donc, c'est la contrepartie en dette qu'on retrouve dans votre bilan. Donc, le premier montant de 18,2 millions est un emprunt auprès d'Investissement Québec. Okay? Tout ça dans le cadre du projet hydroélectrique Ouiachiouane du projet de la mini-centrale de Val-Jalbert. On a un projet aussi, on a un emprunt de 25 millions, encore une fois avec Investissement Québec, et dans le projet maintenant hydroélectrique de Mistassini, donc la mini-centrale de la 11e chute, 25 millions encore à payer. On a un montant auprès de l'administration financière des Premières Nations, communément appelée l'AFPN,
d'un montant de 11,9 millions. Ça est un montant qu'on a obtenu pour un investissement qu'on a fait dans le projet Namunachou en partenariat avec la communauté des Cités. On a un nouvel emprunt qui apparaît. C'est pour ça qu'on considérait important de vous les présenter. Encore une fois, c'est un emprunt auprès de l'Administration financière des Premières Nations, la FPN, un montant original qui a été financé de l'ordre de 6,8 millions. Et cet emprunt-là a été fait dans le cadre du projet d'investissement de la mini-centrale et de la société Chipis. Et au final, on a un emprunt chez Desjardins d'un solde restant de 299 000, emprunt qui a été contracté dans le temps pour investir dans le site de transmission culturelle Inou. Donc, c'est le 62,2 millions qui composent vos dettes à long terme, qui sont principalement adossées à des actifs au niveau de vos partenariats commerciaux. Donc, si on poursuit, après les dettes à long terme, on a la réserve de remplacement et de fonctionnement. Donc, ce sont des sommes qui sont allouées pour éventuellement faire des améliorations au niveau du programme habitation, 379 000. Et la réserve de remplacement pour les biens immobiliers et les véhicules, tout ça pour le programme de santé, aussi pour être en mesure de faire des modifications ou des acquisitions au niveau des véhicules du programme de santé, 65 449 $. Donc, on a 77,5 millions de passifs au 31 mars 2020. Ce qui nous amène à un actif net. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait des actifs financiers. On vient diminuer le montant de passifs qu'on vient de voir. Donc, on a un actif net financier de l'ordre de 89,6 millions comparativement à 81,5 millions. Ce qui est une excellente nouvelle, qui est un accroissement des actifs nets qui démontre dans le fond que, somme toute, dans l'année, la communauté s'est enrichie au niveau de son actif financier net. Au niveau des actifs non financiers, on y retrouve les immobilisations corporelles, de l'ordre de 48,8 millions, comparativement à 38,8 millions. Donc, il y a eu des projets importants qui ont été réalisés au cours de l'exercice en termes d'infrastructures. Je vous nomme les plus importantes. Ils ne sont pas présentés dans les pages qui suivent. Par contre, je vais vous les énumérer. Il y a eu un investissement de l'ordre d'à peu près 2,5 millions qui a été fait au niveau des infrastructures et des services publics, au niveau des bâtiments. Il y a un montant important de rénovation au niveau de l'aréna, à peu près 800 000 qui ont été investis au cours de l'exercice. On a le développement des lots résidentiels aussi, pour lesquels environ 2,8 millions ont été alloués pour ce projet-là. Et la réfection de la rue Maïcane, qui était un projet d'infrastructure quand même majeur, pour lesquels il y a eu des investissements de l'ordre de 4,2 millions au cours de l'exercice. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'au niveau des immobilisations corporelles, on a une augmentation du chiffre parce qu'il y a eu des investissements importants qui ont été faits au cours de l'exercice dans vos infrastructures. On a par la suite, si on poursuit dans nos immobilisations corporelles pour ce qui est de l'habitation, un montant de 1 314 000 et des montants de frais payés d'avance d'un montant de 208 000, donc 50, près de 4 millions d'actifs non financiers, ce qui nous amène à un solde de fonds cumulé pour la communauté de 139 997 comparativement à 121,9 millions l'exercice précédent. Encore une fois, c'est un excellent indicateur de la santé financière de la communauté. Le chiffre est de très loin positif par rapport aux attentes des gouvernements fédéraux et provinciaux. Et ça démontre que vous êtes dans une situation financière, somme toute, enviable, disons ça ici. Donc, ça faisait le tour des états financiers de façon un peu plus détaillée. Au niveau de la présentation, il y a d'autres petits points qu'on veut et qu'on se doit de vous présenter. Tout à l'heure, Stacy faisait mention de la transparence de la loi sur l'administration financière qui balise certaines informations qu'on se doit, que le Conseil se doit de divulguer à la population par souci de transparence, dont la page qui vous est présentée aujourd'hui en ce moment, qui est la rémunération et les indemnités de déplacement des représentants élus pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2020.
Donc, si on regarde au niveau du chef, OK, il était en poste pour toute l'année. Il y a une rémunération annuelle de 105 621. De ça, on y ajoute les avantages sociaux pour les membres de la communauté de 17 743. Donc, un total de rémunération de 123 364 pour ce qui est du chef Moore. Et une indemnité de déplacement pour assister à différentes réunions et différentes activités pour la communauté, donc de 5 594. Par la suite, on voit la liste de l'ensemble des conseillers dans lequel je ne lirai pas les chiffres en détail. Tout ça est présenté aussi dans le rapport annuel, mais vous voyez que la rémunération annuelle pour chacun des conseillers est similaire, tant aussi longtemps qu'ils sont en poste pour une période similaire. Et puis, ils ont droit aussi à certaines allocations de déplacement. Encore une fois, tout ça au bénéfice de la communauté quand ils ont à se déplacer pour des rencontres, des choses comme ça. Donc, vous avez l'ensemble de l'information là, c'est transparent. Vous avez la rémunération, les avantages. Et puis, si jamais, bien, comme on a dit tout à l'heure, vous avez des questions par rapport à ça, bien, il y aura plus tard une période de questions qui pourra être allouée, qui va vous être allouée, pour lesquelles vous pourrez poser des questions concernant la rémunération des élus si vous en avez. Au niveau du survol graphique, on trouve toujours ça intéressant. On n'a pas vu énormément de détails, la répartition des revenus et des dépenses de la communauté. On le fait de façon graphique ici pour montrer un peu l'importance de chacune de vos principales sources de revenus. Je ne ferai pas le tour de l'ensemble de tout ça avec vous. Par contre, on peut clairement voir qu'il y a des sources plus importantes telles que celles du ministère des Services autochtones Canada, donc le gouvernement fédéral pour les affaires autochtones. 54 du budget annuel provient du ministère des Services autochtones Canada. Un peu plus à gauche de notre tableau, on voit en haut à gauche les fonds autonomes qui sont près de 10 quand même du budget de l'exercice à 6,8 millions, qui représente 9,96 %. Donc, ça représente quand même une part importante des sources de revenus de la communauté. Au niveau des autres revenus, juste un petit peu plus bas dans le graphique, un montant de 8,5 millions, la bande qui est en vert foncé, qui représente 12,3 millions, excusez pas 12,3 millions, mais 12,3 % du total du budget annuel. Et la dernière source de revenus très importante qui provient du ministère de la Santé, Canada, 5,8 millions au total, qui représente un peu plus de 8 % du budget annuel de la communauté. Maintenant, un peu dans le même style, mais où sont allouées ces dépenses-là dans votre organisation? OK, vous rendez des services. Les budgets qui sont alloués, les principaux budgets, si on regarde complètement à droite, la bande bleue un peu plus foncée, on voit qu'au niveau de la santé et du mieux-être collectif, il y a un montant de un peu moins de 15 millions qui est alloué en budget, qui représente un peu plus de 26 % des dépenses au cours de l'exercice, qui est un service qui est essentiel à la communauté. On a aussi un service hyper important qui est l'éducation et la main-d'œuvre, pour lesquels il y a une somme de 15,4 millions qui ont été alloués au cours de l'exercice, qui représente plus de 27 % du budget annuel de la communauté. Donc, à ces deux-là, on voit que ça représente plus de la moitié du budget des fonds de programme qui sont alloués à la santé, à l'éducation et à la main-d'œuvre. On a toujours les infrastructures et services publics, 8,3 millions, à peu près 15 %. Maintenir des infrastructures de qualité comme vous avez à Massayache nécessite des investissements. Et c'est le montant qui est alloué bon an, mal an, pour s'assurer que vous ayez des infrastructures adéquates pour rendre les services aux membres. Maintenant, au niveau de la dernière information qu'on se doit de vous divulguer par l'obligation de transparence, c'est la rémunération et les indemnités de déplacement des cadres fonctionnels et stratégiques. Encore une fois, vous voyez chacune des directions que composent les activités de la communauté et vous voyez la grille minimum et maximum des salaires qui sont alloués à chacune des directions.
outre la direction générale et la direction de l'économie qui est hors grille, dans le fond, qui a un contrat spécifique, l'ensemble des autres directions de la communauté sont régies par une grille contractuelle, une grille de salaire annuel variant de 67 756 à 104 197 $. Et certaines des directions ont à l'occasion l'obligation de se déplacer, pour lesquelles ils ont droit à une allocation de déplacement que vous voyez dans la dernière colonne, qui a totalisé au courant de l'exercice un montant de 11 497 $, et ça pour l'ensemble des 12 mois d'opération et pour l'ensemble des directions de la communauté. Donc, pour moi, ça faisait le tour de l'information que je voulais vous présenter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de vous présenter votre histoire de la dernière année en chiffres. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis, il me fera toujours un grand plaisir de pouvoir répondre à celle-ci dans un délai raisonnable. Donc, Stacy, je te cède la parole pour le mot de la fin. Je compte Frédéric pour la présentation PowerPoint. Comme vous pouvez le constater, la situation financière de l'organisation pour la Première Nation est en bonne santé, grâce notamment à la bonne gestion administrative, surtout également au niveau des gains de cause de certaines revendications particulières, puis des investissements du passé, principalement au niveau du secteur de l'énergie renouvelable. Ça nous laisse quand même un avenir prometteur pour le développement communautaire, un peu comme cette année, il y a eu du développement au niveau de l'eau résidentielle, l'amélioration de routes. On veut continuer dans la même veine pour la prochaine année et les prochaines années. Également aussi, on voit que c'est quand même sain au niveau de la pérennité de la nation, au niveau du développement culturel, au niveau des sous qui est investi. On voit que ça va bien de ce côté-là, on va pouvoir continuer. Maintenant, j'invite les Péromnuts à poser leurs questions ou dans les commentaires de la publication, par messagerie privée ou encore par téléphone au 418-275-5386. Au poste 1900. Les gens ont jusqu'à lundi 7 septembre, 17h pour adresser leurs questions. Par la suite, on va faire un second vidéo là, pour répondre aux questions qui vont nous être adressées. Ça fait le tour de la présentation. Si les gens veulent revoir la vidéo, vont pouvoir aller directement sur la section qu'ils veulent revoir ou revoir complètement la vidéo. Sinon, il y a toujours le rapport annuel qui se retrouve sur mashtoyas.ca, qui a toute l'information qui a été présente aujourd'hui, que j'invite les gens à aller consulter. Merci à tous pour avoir pris le temps. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule, si on veut, dans les circonstances exceptionnelles que l'on vit. Milu Tishkwek, Nyot.